Dans la série Philosophe et philosophie contemporaine, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Dostoïevski avec Julia Kristeva, philosophe et psychanalyste, le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Bonjour à tous, chers amis. En effet, aujourd'hui, après Thomas Mann, nous consacrons notre émission à l'un des plus grands écrivains russes, Fyodor Dostoïevski, 1821-1881, lui aussi évidemment écrivain et penseur. Mais pour vous le présenter, nous avons le très grand honneur et la joie de recevoir notre amie Julia Kristeva à l'occasion de la sortie de son livre très remarquable, le livre qu'elle a consacré à Dostoïevski, Face à la mort ou le sexe hanté par le langage, chez Fayard. Alors, nous commençons immédiatement, cher Alexis Lacroix, par un extrait du texte de Julia Kristeva, où elle présente, n'est-ce pas, Dostoïevski. On vous écoute. Aimer Dostoïevski, Dostoïevski, auteur de ma vie, deux expressions trop étroites pour exprimer l'engloutissement et la régénérescence que provoque en moi, en vous, la tessiture vocale de ce sens tourbillonnant, la violence du verbe incarné que je suis, que vous êtes, qui vous blesse, vous ennuie et vous transcende. Une écriture soufflée que les traducteurs s'épuisent à rationaliser, le vicomte de Vaugué, en tête des premiers passeurs en français, n'en ignorait pas les pièges. Le titre hyperbolique de la collection, Les auteurs de ma vie, avec ces noms écrasants que j'ai découverts a posteriori, Descartes par Paul Valéry, Schopenhauer par Thomas Mann, Marx par Trotsky, etc., n'était pas moins déroutant. Maintes fois, j'ai voulu m'en protéger, j'ai voulu renoncer, jusqu'à ce que la lecture de la traduction d'André Markovitz restitue à la langue française son génie de laisser le dire se déployer sans avoir peur du sacré. Et la fulgurante galerie des personnages, doubles et multipliés, l'archipel des solitudes féministes, la transgression assumée, dans un monde où tout est permis, entre guillemets, ont submergé la finitude de nos passions confinées. Julia Kristeva, Dostoïevski, Face à la mort ou le sexe hanté du langage. Beaucoup, Alexis. Alors, pourquoi lui, pourquoi elle, n'est-ce pas? Commençons par elle, Julia. Julia Kristeva, née en Bulgarie. On n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers, mais vous, Julia, vous avez emporté la culture d'Europe de l'Est. D'ailleurs, comme vous nous l'avez déjà expliqué, celle qui a inventé l'alphabet cyrillique, si important pour toute l'Europe de l'Est et la Russie. Et aussi, mais nous le savons tous, vous êtes devenu l'un des chefs de file, de la culture d'Europe de l'Ouest, linguiste et sémiologue, psychanalyste, professeur de critique littéraire. Vous vous êtes intéressé également à la philosophie et à la théologie. Alors, nul n'est prophète en son pays, pas tout à fait en ce qui vous concerne, chère Julia, car même si c'est d'abord à l'étranger que vous avez reçu de grandes distinctions académiques, et notamment ce fameux prix Holberg, prix norvégien, qui veut être le pendant de ce qu'a été le prix Nobel pour la littérature et les sciences, eh bien, on ne peut pas dire qu'en France, n'est-ce pas, nous soyons totalement passés à côté de votre œuvre, pas du tout, et donc, chacun sait que vous êtes, n'est-ce pas, l'une de nos fiertés intellectuelles en France. Alors, mais lui, pourquoi lui, Dostoïevski? Je dirais la face sombre et nocturne, n'est-ce pas, de la littérature russe, que nous connaissons aussi par, au fond, sa figure ensoleillée, celle de Tolstoï. Et chacun sait, n'est-ce pas, qu'au fond, dans ces grands romans, je cite de mémoire, Souvenir de la maison des morts, on ne le dit pas comme ça aujourd'hui, vous ne le dites pas comme ça, parlez de la maison morte, oui. Crime et châtiment, les joueurs, l'idiot, les démons, les frères Karamazov. Eh bien, en fait, tous ces romans ont fait le tour du monde et ont attiré l'attention de Nietzsche, de Freud, et pour les écrivains français, de Camus et de Solers. Mais en vérité, l'intérêt du livre de Julia Kristeva, vous dites un oratorio, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, un ouvrage qui rassemble un soliste, un narrateur et des chœurs, un composite, sur un sujet, si vous voulez, qui touche fondamentalement. Et donc, lire Dostoïevski avec vous, Julia, c'est donc, au fond, rencontrer
une partie, au fond, à la fois intime, n'est-ce pas, intime-extime, vous dites, de cet écrivain qui a affronté le mal, n'est-ce pas, qui est affronté par l'écriture et par la foi, une famille décomposée, la maladie, la condamnation à mort, le goulag d'avant le goulag, le bagne, etc., etc. Et donc, le mal. Alors, voilà, puisque nous avons peu de temps, la question que je voudrais vous poser, chère Julia, c'est que donc nous trouvons avec vous, n'est-ce pas, dans votre lecture de Dostoïevski, un continent individuel et culturel, le mal, justement, non seulement les vices, l'alcoolisme, le jeu, mais le crime, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'assassinat, l'outrage et l'humiliation de la féminité, les abus sexuels, jusqu'à la pédophilie. Ça m'a fait tellement horreur que je l'ai enlevé de votre texte, que j'ai fait lire. Mais bref, tout cela. Et pourtant, vous nous expliquez, et nous vous suivons, que en vérité, le romancier a trouvé une sortie, une issue dans l'écriture et dans sa foi orthodoxe, opposition assumée à la liberté occidentale, pour retrouver la dimension collective du peuple russe. Alors voici ma question. Elle est très simple. Pouvez-vous nous expliquer, dans le bref temps, n'est-ce pas, dont nous disposons, au fond, ce malheur russe et cette issue précaire dans l'orthodoxie, et pourquoi elle importe aussi, parce que vous nous le dites, à l'Europe de l'Ouest? Je vous écoute. Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais on vous écoute passionnément. Mais votre question est immense et en vous écoutant, je me demandais comment je pouvais raccourcir mon attachement à Dostoïevski, qui est assez complexe, et je ne parlerai même pas d'amour de Dostoïevski, comme vous le citiez tout à l'heure. C'est Alexis, je crois, que l'avait lu. Aimer Dostoïevski, auteur de ma vie, comme souvent me le disent les journalistes et les lecteurs, ce sont des mots trop étroits pour résumer mon attitude à l'égard de ce maudit russe, comme disait Freud. Mais je ne peux pas ne pas vous dire, pour expliquer rapidement le comment de cet attachement quand même, c'est que je suis devant vous, chers amis, pour la deuxième fois à Radio J, parce que ce grand visionnaire, le général de Gaulle, donnait des bourses de recherche aux jeunes chercheurs d'une Europe qui s'étalait, selon lui, de l'Atlantique à l'Oural. Et dans cette Europe de l'Atlantique et l'Oural, moi j'apprenais le russe dans les romans soviétiques, ce qui fait que le russe est devenu ma seconde, maintenant troisième langue, après le français, l'anglais et quelques autres. Et dans cette lecture de Dostoïevski jeune, moi j'ai puisé à la fois beaucoup de fascination pour ce que un de mes amis, le poète Joseph Brodsky, appelait le virus russe. Il disait que je le regardais et qu'il le regardait sous microscope, et il l'a pris pour s'envoler par les airs. Moi, j'ai pris le virus russe pour envoler en France. Mais il reste quelque part ce virus russe, et j'ai commencé à le relire parce qu'il m'a une proposition m'a été faite par un éditeur de faire un ouvrage sur d'abord ça a commencé par un petit livre chez Buchet-Chastel qui est une anthologie, et un gros livre qui s'appelle donc Dostoïevski face à la mort et le sexe hanté du langage, qui m'a englouti pendant 5 ans. Parce que j'ai essayé de le lire de nouveau après mon expérience où je me suis envolée dans la culture française, parce que mon père, qui était un grand dostoïevskien et orthodoxe, me déconseillait de le lire parce que c'était un ennemi du peuple en tant que croyant dans le système soviétique et dans les pays satellites. Et moi, je l'ai abandonné au bout de quelques temps. Mais en arrivant en France, j'avais dans mes bagages les $5 que mon père avait trouvés, et le livre de Bartine, qui est un post-formaliste russe, qui, au moment du dégel, réhabilitait Dostoïevski comme un grand phénomène de la culture russe, qui a reçu prendre la Grèce antique
avec la satire manipée, qui est une manière cynique de parler de la société, en décomposant les valeurs, le carnaval, les récits scientifiques, et de faire le genre romanesque qu'on trouve chez Rabelais ou chez Cervantes, mais de conduire ce genre romanesque dans une polyphonie incroyable. C'est vrai. Et à nul autre pareil. Et donc, je présentais ainsi ce Dostoïevski que j'avais dans ma valise, dans le cours de Roland Barthes, qui m'a conduit après à toute une évolution dans l'université russe, non, mais française, américaine, etc. Et le prix dont vous avez parlé si généreusement, Blandine. Donc, Dostoïevski ne m'a pas habité constamment. Il était là au début et après, je l'ai oublié. Mais pourquoi il nous importe à nous aujourd'hui? Alors, il nous apporte à nous aujourd'hui parce qu'on est enfin dans un monde où tout est permis. Cet homme qui était confronté au mal, comme vous disiez, mais c'était déjà le mal de l'épilepsie qui était une maladie. Et c'est quelque chose de fatal, mais en même temps très intéressant pour nous les psychanalystes. On en parlera peut-être, où l'être parlant perd le langage, perd son corps et ressuscite en quelque sorte. Donc il retrouve le langage, il retrouve sa vitalité. Il y a beaucoup de gens qui sont épileptiques, mais il a su rendre ce passage de la vie à la mort dans la vibration de sa phrase. La petite mort, on dit l'épileptique. Oui, mais vous lisez chaque phrase. Mais si vous savez pas qu'il est épileptique, vous pouvez vous dire, mais pourquoi il parle comme ça? Il y a quelque chose qui touche au néant en moi et qui me met de néant à la résurrection. C'est pour ça qu'il est profondément russe, parce que le peuple russe a vécu des moments de destruction et d'envahissement et de nihilisme divers, et a pris reprendre pied par la foi orthodoxe, après par le communisme, et maintenant on ne sait pas trop bien par quoi, le digital mafieux ou pas, la question reste ouverte, mais donc ces phénomènes-là, il les a vécus de manière très précise, il les a injectés à ces personnages et ils nous reviennent maintenant parce que je trouve qu'ils correspondent à des symptômes de la modernité. Oui. Par exemple, le nihilisme, qui est son sujet. Je vous ai apporté une citation, qui est peut-être la seule, ou deux, mais dans une que je vais vous lire. À propos du nihilisme, il considère comme nihilistes les gens qui n'ont pas de valeur, mais aussi des croyants. Ces nihilistes sont tout contre, ils sont contre Dieu, mais tout contre, comme on dit en français. D'ailleurs, Savrogin dit à Chatov, t'es plus croyant qu'un pope, alors que Chatov considère qu'il est très athée et que le peuple russe va sauver le monde. Donc, il y a ces ambiguïtés qui sont en permanence pour lui. Et il dit ceci. Ça, c'est à la fin de sa vie, dans des carnets qui ne sont pas publiés en français. Il dit, le nihilisme est apparu chez nous parce que nous sommes tous des nihilistes. Nechayev Oui, mais pas seulement. Oui. Ils ne sont venus de nulle part. Ils ont toujours été avec nous, en nous, après nous. Et alors, j'ai interrogé dans un chapitre de mon texte ce nous. Est-ce que c'est le nous de Dostoïevski lui-même? Est-ce que c'est le peuple russe et l'orthodoxie, qui est beaucoup plus sensoriel qu'intellectuel et pour lequel l'être et le néant ne se distinguent pas de manière philosophique comme ça a été fait par Augustin, Thomas et jusqu'à Kant et Heidegger? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est nous, toute l'humanité, comme le dira Dr Freud, parce que nous sommes tous clivés. Il y a une révolution psychique de la matière qui a fait que le corps est devenu âme et nous sommes dans cette fente de la subjectivité qui fait que nous sommes capables et de la plus grande violence comme de la plus grande sainteté. Donc c'est des phénomènes qui peuvent paraître abstraits, mais qui l'incarnent dans des personnages qui nous parlent aussi. Vous avez eu la finesse, chère Blandine, et l'amitié de les repérer. Le nihilisme, il y a le nihilisme d'aujourd'hui, le nationalisme souverainiste qui veut collationner religion et nation pour le bien et pour le mal, la féminitude qui est un féminicide souvent, parce qu'il chante la fierté des femmes malheureuses et opprimées, mais toujours rebelles.
personnel. Hier, j'ai parlé à la Maison Russe d'un personnage qui est un de mes préférés, Nastasia Filipovna, qui finit par être tuée au couteau par Rogojin. Et toutes ces femmes dont on parle encore aujourd'hui, en parlant du féminicide comme un des maux de notre siècle. Et jusqu'à la pédophilie, dont on l'accuse, lui, Dostoïevski, qu'il a vu de l'intérieur, en considérant que dans ce monde où tout est permis, il y a une chose qui ne doit pas être permise, c'est de toucher à l'enfant. Ça, c'est aussi une idée tout à fait moderne. Donc, je dis que c'est russe, mauvais demander, je réponds à votre question et je m'arrête là. Est-ce qu'il est le fond, se rencontre avec le mal, un fond de l'âme russe? Probablement, peut-être, mais ce qui m'a intéressé, c'est de montrer que ça nous concerne tous. Parce que ça ne donne pas de réponse, mais ça va au fond de l'abîme, de la refente du sujet, comme dit l'autre, et ça nous oblige à nous poser nous-mêmes la question, comment survivre comme lui, autrement que lui, mais les questions sont là. Et jusqu'à l'antisémitisme qui le tiraillait, et qui est un des tares les plus compliqués, aujourd'hui encore. Quel voyage, vous avez eu l'expression « je me voyage », mais quel voyage où vous nous entraînez. Alexandre, juste une question, à chacun d'entre vous va poser une question à Julia, et vous répondrez, Julia, dans le temps qui nous reste. Alexandre, qu'est-ce que vous nous dites de ce voyage-là avec Dostoïevski ? Je vais essayer d'être vraiment synthétique. Et pour cela, je pense évidemment, comme toujours, parce que je suis un tolstoïen fanatique, que Tolstoï est supérieur à Dostoïevski pour la simple raison qu'il est aussi négatif et aussi nihiliste et aussi romantique à sa manière. Avec Anna Karénine. Anna Karénine est le roman dostoïevskien, exactement comme le prix Nobel ne voulait pas reconnaître la découverte d'Einstein. Donc il lui a décerné pour justement les premiers linéaments de la mécanique quantique qui sont aussi dans les manuscrits 1909. Parce qu'on disait, la relativité n'est pas démontrée. Là, disons que le théorème tolstoïen de la capacité de l'homme d'aller vers la sainteté, de transcender finalement le donné, et donc qui a été le souffle de la révolution russe. Vous défendez Dostoïevski par Tolstoï. Eh bien, attendez, laissez-moi dire. Simplement, je termine. Eh bien, dans Tolstoï même, il y a un morceau dostoïevskien absolu qui est Anna Karénine, un livre qui m'a littéralement rendu malade, que Flaubert n'avait jamais réussi à faire, bien que Madame Bovary, mais il est presque rendu malade aussi. Mais là, non. Anna Karénine, c'est déjà l'anticipation de tout ce que sera Dostoïevski. Je vais passer la parole à François pour qu'il pose à son tour, ou une observation, ou pose une question. Extrêmement bref. Je réponds à la fin, c'est ça ? Oui, à la fin, parce qu'on va, sinon... Dans le texte que Blandine a choisi, vous employez l'expression, et elle nous concerne tous, c'est ce que vous écrivez, verbe incarné. Or, le verbe incarné, c'est la définition même du Christ. Alors, ça m'a paru évidemment extraordinairement incisif, d'autant plus que tout ce langage dont vous parlez, qui est une sorte d'immense monologue intérieur chez Dostoïevski, semble être au fond un dialogue avec sa conscience qu'il maltraite beaucoup, mais conscience qui le maltraite aussi considérablement. Alors, je me suis dit, est-ce qu'au fond, la psychanalyse que vous êtes une psychanalyste, est-ce que c'est pas en rapport avec cette importance du verbe, et quel rapport entre ce verbe et la conscience ? Oui. Je vais laisser poser à notre amie Marielle sa question, et puis ensuite vous répondrez, Julia. Oui, je crois que les grands romans russes ont occupé nos adolescences en un temps où il n'y avait pas de série. Et donc nous avions des heures et des heures pour lire, et ils nous ont bouleversés. Aussi bien Tolstoï et Anna Karénine que les grands romans. Et actuellement, d'ailleurs, c'est le théâtre qui a repris Dostoïevski. La chance veut que j'ai vu et à la Comédie Française Les Possédés et à l'Odéon les frères Karamazov. Donc, on essaye de faire en sorte que on puisse recommencer à entrer dans les grands romans. Alors, est-ce que, au fond,
vous pensez que les adolescents, vraiment, il faut leur recommander cette lecture de Dostoïevski? Julia. Alors, à propos d'abord de Tolstoï, c'est le grand débat qui divise le peuple russe, la lecture de la littérature russe et tout le monde, en effet, qui s'intéresse à cet univers. Dostoïevski a écrit un très beau texte sur Anna Karénine. Et il est très admiratif, mais il ne s'empêche pas d'envoyer quelques piques à Tolstoï en le considérant, on dirait aujourd'hui, comme un homme du système, alors que lui-même, il est du sous-sol. Et il est dans le diabolique, dans une sainteté puante. Vous savez, le personnage du moine russe qui est Zosima, tout le monde le prend pour un saint, son cadavre pue quand il meurt, donc c'est pas un saint. Ou au contraire, le Verbe incarné est aussi puant et ne nous s'écartons pas de ces puanteurs. Il n'y a pas de puanteur de Tolstoï. Donc c'est une autre dimension, mais qu'il a l'honnêteté quand même de respecter, puisqu'il a ce texte sur Anna Karénine, et en même temps de tacler, etc. Votre question était sur le Verbe incarné. Sur le verbe incarné et la conscience. Écoutez, moi j'ai écrit en effet, pourquoi on m'a demandé de parler de Dostoïevski, parce que j'avais abordé Dostoïevski je pense dans mon livre Histoire d'amour. Il dit que la conscience, il n'y a pas de conscience sans souffrance. La souffrance est la condition de la conscience. Et j'ai beaucoup insisté sur cette dimension de Dostoïevski où le Verbe incarné, Jésus sur la croix en est un exemple, est coextensif avec la souffrance. Oui. Et maintenant, en le lisant pendant 5 ans, en entrant dans le verbe de cet homme qui se débat contre le mal et qui nous le transmet épuré et en ouvrant des horizons, dans un monde qui devient fréquent, je me dis, mais pourquoi les existentialistes et ceux qui l'ont lu au 19e, 20e siècle n'ont pas trouvé le mot naslаждение, la jouissance. La jouissance passe par le mal, sinon c'est du plaisir. Mais la jouissance, au sens lacanien même du terme, est une expérience qui traverse les abîmes et qui permet une espèce d'exaltation, de survivance. Nous sommes tous des survivants de quelques traumas, des survivants de choix, etc. Mais dans le mot survivance, il y a toujours quelque chose de morose. Chez lui, il n'y a pas de morosité. Cette morosité est là, elle est permanente, mais si vous le lisez vraiment corps à corps, mot à mot, musique à musique, sa musique et la nôtre, c'est un élan. Alors, Alexis, encore un mot. En 10 secondes, Julia Kristeva. 1877, le journal, un chapitre de Dostoïevski consacré aux Juifs et au judaïsme. Question juive. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'il ne fait que vitupérer les Juifs? Il vitupère très souvent les Juifs. Dans des petites phrases lancées dans le texte. Par exemple, dans Le Frère Karamazov, Lisa dit, est-ce qu'il est vrai que les Youpins égorgent les enfants juifs? Et Alyosha dit, je ne sais pas. Il y a la dame qui l'a assassinée, qui est dans Kurasokin, assassinée, est riche comme une upine, etc. Et c'est indéniable. Il était hanté par le gain. Le joueur déjà va gagner. Il pense que la société va vers une seule valeur, c'est le gain, et c'est les Juifs qui sont là-dedans, avec les femmes d'ailleurs. Mais en même temps, il y a une fascination dans la lecture de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, enfin disons la Bible, et notamment une identification avec Job. Et cette espèce d'élément extrêmement particulier dans son histoire, qui est la douche froide dans la synagogue. Un jour, en sortant du casino, il a perdu l'argent de sa femme et tout ce qu'ils avaient. Il se rend compte qu'il n'était pas allé dans une église pour se confesser, comme il faisait à chaque fois, et qu'il recommençait. Mais les pas du destin, dit-il, l'ont amené dans une synagogue. Et il était abasourdi. Il a rencontré le vrai Dieu qui l'a béni et il ne recommencera plus à aller au casino.
Donc il y a une espèce d'ambiguïté dans sa relation. Il considère le peuple russe comme le peuple théophore, porteur de Dieu, et ça le met en contradiction avec un autre peuple qui portait Dieu. C'était inévitable. Sa foi orthodoxe, qui a ses avantages d'être plus sensorielle et plus proche du pathos destructeur comme de la jouissance. Et c'est pour cela que aujourd'hui nous peinons à comprendre la haine qui jaillit du digital, et peut-être que la foi orthodoxe, si on l'analyse avec les moyens d'aujourd'hui, peut nous permettre davantage de nous rapprocher de ces phénomènes actuels. Mais lui, dans son ambiguïté, a vu dans l'existence de Yahvé et dans le judaïsme une valeur morale qu'il a assumée et qui l'a conduit à faire les grands romans de la fin, qui sont L'adolescent et les frères Karamazov. Mais il reste l'antisémite qu'il est, et il nous invite à continuer à creuser ce sujet qui reste contemporain. Merci beaucoup, Julia. Alors, au fond, pour cette traversée du négatif, du mal, au fond, il n'y a pas de meilleur guide pour affronter ça que votre livre. Mais évidemment, on sort quand même transi et de cette traversée du mal, mais d'un mal qui est encore présent et où on peut, malheureusement, dans ces sous-sols, n'est-ce pas, dans ces souterrains, faire aussi des découvertes, comme vous nous le montrez, même si on est horrifié. C'est mon cas. C'est ce que disait, il n'est pas à aimer, on ne peut pas aimer, mais c'est ce que vous disiez. Est-ce qu'il faut le donner aux adolescents? Il faut le donner pas seulement en pièces, parce que dans la pièce, ils vont comprendre des phrases et ne pas les comprendre, ou être peut-être sidérés par la violence, mais les accompagner dans une lecture au sens de l'identification, l'immersion et l'interprétation. D'où l'importance des intellectuels. Et je suis très frappée de considérer que le 100e anniversaire de Dostoïevski a été fêté en France, par le très belle conférence du Gide, d'André Gide, qui a trouvé comment les secrets de Dostoïevski mènent au centre mystérieux de l'Évangile, disait l'auteur de Corridon. Et aujourd'hui, nous n'avons que des pièces. Alors, est-ce que c'est la politique qui fait que l'Union européenne et la France d'un côté et la Russie de l'autre ont beaucoup de tensions qui font que le 200e anniversaire de Dostoïevski n'est pas si célébré pour être interrogé? Mais il y a quelque chose qui est en deçà de ce qu'on a fait il y a 100 ans. Je pense qu'avec vous et ce qu'on fait aujourd'hui, on va relancer l'intérêt pour mieux le mettre en question. Espérons-le, chère Julia. Merci à vous.